la Cité européenne des scénaristes présente... Souvent maintenant quand on nous appelle par exemple pour nous planifier au montage, la série n'est pas encore écrite, enfin elle est en écriture et on se dit mais comment ils peuvent écrire sereinement quand ils savent qu'ils doivent rendre les versions finales, les versions tournées dans 2 mois par exemple. Les monteurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier de l'audiovisuel, son rapport particulier au texte. Là où moi j'adore jouer, c'est sur par exemple la durée des plans. Dans une scène définie où il y a un dialogue, où on a un doute sur un personnage, si on va le laisser dans le silence, c'est qu'il a encore des choses à dire. S'il a encore des choses à dire, c'est qu'il n'a pas forcément dit la vérité. Leur boulot, assurer l'assemblage des plans et séquences d'un film. Dans ce premier numéro de l'émission, la parole est aux monteurs. Quel est leur rapport au scénario ? Comment travaillent-ils avec ? À eux trois, mes invités du jour ont notamment officié sur Lupin, Les Rivières Pourpres, Luther ou encore la saga Taken. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet enregistrement a eu lieu en juin 2021. Alors, je m'appelle Audrey Simoneau, donc je suis monteuse, principalement en ce moment de longs métrages et de séries. Là, je suis sur un long métrage dont le montage se termine bientôt, un premier long d'une romancière qui s'appelle Émilie Fraîche. Le film s'appelle Dans un monde idéal. Avant, j'ai monté une série qui va passer sur Slash, le site de France Télé, une série de Baptiste Lorbert qui s'appelle Hors de lui, avec Ramzy et Olivia Cotte, une comédie un peu déjantée. Et avant, j'étais sur des épisodes de Lupin pour Netflix. Très divers. Voilà, ok, merci. Oui, très varié. Ensuite ? Bonjour, je m'appelle Aïn Varey, je suis monteuse aussi et j'ai eu une année assez fiction. Moi, je travaille beaucoup en télévision. Là, je viens de terminer Alexandra L pour France 3, une série avec Julie Depardieu. Avant ça, j'étais sur un unitaire pour M6 qui s'appelle À la folie de Andrea Bescon et Eric Métayer. Et bon, je peux remonter un peu, mais... Non, mais c'est déjà bien, on a déjà un petit panel, merci beaucoup. Et enfin, moi c'est Romain Namura, je suis monteur également et je suis en train de monter comme Aïn qui vient de finir un épisode d'Alexandra L. Avant ça, j'ai fait un film de Noël pour TF1 en plein mois de juin. Et juste avant, j'avais terminé un truc qui m'a pris du temps, c'était la série Luther pour TF1 où là j'ai passé 6 mois dessus avec beaucoup d'épisodes à monter, voilà. Mais c'était très très bien. Merci beaucoup. Je vais commencer avec une question assez générale. Qu'est-ce qui vous plaît dans un scénario en tant que monteur ou à titre personnel ? Quand je lis un scénario, ce que j'adore, c'est de pouvoir déjà sentir le rythme du film à travers l'écriture. De me dire, bah voilà, il a écrit de telle manière, donc le film va être peut-être plus rapide à ce moment-là, plus lent, etc., etc. Ce qui est pas toujours le cas. Quand c'est très bavard, par exemple, c'est difficile de se rendre compte du rythme du film. Mais quand on lit un scénario où on a une idée du rythme du film, je trouve ça hyper intéressant. Ok, à notre avis... Ouais, j'avoue que je pense que je suis une assez mauvaise lectrice de scénario, en fait. Enfin, quand on me demande de mon avis sur un scénario, j'ai beaucoup de mal à juger juste la narration écrite, enfin l'action, les dialogues. J'ai toujours besoin, avant de lire le scénario, de savoir comment à peu près ça va être réalisé. J'aime bien savoir qui joue dedans. Et là, j'arrive à m'imaginer le film et l'histoire, commencer à imaginer un rythme qui certes sera peut-être pas celui du film au final. Du coup, il n'y a pas des choses qui m'attirent ou qui au contraire me rebutent dans un scénario, quoi. Ouais. Ok. Et Aïn ? Alors moi, je prends le scénario comme je prendrais un bouquin. Vraiment, la première fois, je le lis d'une traite et j'essaye de rentrer dans le film comme un spectateur lambda. Et bon, souvent me viennent quand même j'ai des petits déclics par rapport à des choses techniques qui me viennent, mais ça, je le fais souvent dans une deuxième lecture pour après contacter le réal, parler avec lui, être plus précise. Mais vraiment, ma première lecture, moi, j'aime bien bouquiner, en fait. Et d'ailleurs, hier, on m'a envoyé le scénario de quelque chose que je dois commencer en août, Madame Bovary et le procès de Flaubert.
Et je l'ai vraiment gardé au chaud. J'attends d'être chez moi, bien installée, et de me plonger là-dedans d'une traite. Donc c'est un plaisir. Vraiment, la première lecture est tout à fait neutre, pas du tout technique. Après, très vite, je reviens, je note. Justement, là-dessus, quelles sont les premières questions que vous vous posez quand vous lisez un scénario sur lequel vous allez travailler ? Du coup, je continue, parce que c'est vraiment, moi, je fais ça juste après ma première lecture. Là, je vais plus anticiper, alors techniquement, ce qu'il y a à prévoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des effets, est-ce qu'il y a des traitements particuliers, des questions à poser au réalisateur. Je suis assez maman aussi, j'ai tendance à dire au réalisateur, tu feras attention parce que là, machin, j'aurais besoin, fais un peu plus, fais-moi des plans de coupe. Et puis, on prépare aussi parfois des réunions de pré-production où justement, on doit parler de ces aspects techniques, et puis parler de nombre de rushs, enfin des choses très précises comme ça. Donc moi, j'essaie de noter à peu près ce à quoi je pense. Et bien sûr, je note aussi quand je vois des incohérences ou... Il y a aussi des questions sur la durée. Quand je sens qu'un scénario est long, c'est bien quand même de le faire remonter. La script fait un pré-minutage, donc en général, on a la même sensation. Donc quand ça remonte jusqu'à la prod, c'est pas mal. Quand c'est trop court, ça peut être dramatique. Donc là, pour le coup, je tire vraiment le signal d'alarme. Quand c'est long, je sais qu'on va couper 10 minutes, que je vais bosser 3 jours pour rien. Je le dis, mais voilà. Ok, je vois, intéressant. Les autres, alors, du coup, quelles sont les premières questions que vous vous posez quand vous lisez un scénario ? Moi, j'ai pas de questions quand je lis un scénario. Par contre, je cherche souvent des réponses. Je rejoins Aïn sur un truc, c'est les incohérences ou c'est les zones de flou. C'est toutes ces choses qui font que dans le scénario, on se dit tiens, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans la compréhension. Moi, je vois l'épisode de la série que je suis en train de monter pour Alexandra L en ce moment. Je connaissais pas le réalisateur. Il a déjà, et je le sais pour en avoir parlé avec lui, il a passé 3 semaines, lui, à retoucher le scénario avant de tourner. Donc il a fait un premier travail d'élagage, de simplification pour rendre cette histoire beaucoup plus ludique qu'elle ne l'était et moins rébarbative. Sauf que quand on arrive en montage, il a sans doute enlevé des choses qui du coup nous coûtent cher à la compréhension d'une séquence ou d'un bloc de séquence en montage. Donc moi quand je lis un scénario, c'est vraiment des réponses que je cherche, c'est pas des questions que je me pose. Je suis un lecteur lambda un peu comme Aïn et du coup à la fin, je vais me dire tiens, je vais revenir dessus et commencer page par page à me dire pourquoi ce personnage il dit ça à ce moment-là. Et du coup, je vais remonter dans le scénario pour essayer de retrouver les plots du scénario qui me font dire que j'ai eu un problème à la page 67 et pourquoi je l'ai eu. C'est vrai qu'en amont, c'est souvent sur des problèmes de compréhension. Ça m'arrive une fois de dire « Ah, c'est bizarre, la relation entre les deux personnages-là, elle bascule très vite. » Enfin, j'avais pas senti l'évolution dans les scènes d'avant. Et ça, c'est des choses pareilles qu'on peut nous reprocher dans le film après. Éventuellement, est-ce que tu pourrais pas rajouter peut-être, je sais pas, une petite scène parce que j'ai l'impression que ça manque et qu'on va nous reprocher un manque de cohérence. J'enfonce une porte ouverte, mais un film, c'est un travail d'équipe. On sait la place qu'on a au montage. On connaît la place des autres. Il est sûr que plus on est impliqué en amont du tournage, nous, à la lecture, plus on va pouvoir aider. En fait, c'est juste pour aider. Quand vous travaillez, à quoi vous sert le scénario si vous l'avez sous les yeux ? Est-ce que c'est que quand il y a des problèmes d'incompréhension ou de cohérence ? Moi, quand je commence le projet, je l'ai en tête, le scénario, donc je vois à peu près la trajectoire des personnages. Et il y a un moment où je le lâche, en fait. Je le lâche et je m'occupe des rushs et de ce que les rushs disent, plus que ce qu'on a voulu dire. Moi, je dis toujours, pour expliquer mon métier, que au tournage, on fait les courses et au montage, on fait la cuisine. Donc, on fait avec les ingrédients qu'on nous a ramenés. Parfois, il en manque, parfois, ils sont pas trop à la hauteur, donc on est obligé d'assaisonner. Et en fait, si je veux continuer dans cette idée, le scénario, ce serait peut-être la recette ou la liste des courses. Donc c'est quelque chose qui est commun au début, qui est très défini, très écrit. Il faut le respecter, mettre les ingrédients dans cet ordre-là. Et puis on part en course et on va pas trouver la bonne sorte de tomate. Peut-être qu'on va flasher sur une odeur d'une herbe aromatique qui est pas sur la liste, mais on va la prendre. Et en gros, nous, en montage, on fait avec ce qu'on nous a ramené. Et c'est là que parfois, il y a des séquences qui sont ratées, des ingrédients pas bons, on les met pas, ou on va mettre un peu plus sur une autre séquence. On va équilibrer ça avec ce qu'on nous a ramené. J'aime beaucoup la métaphore.
Ouais, c'est pas mal, c'est assez juste. Alors moi j'ai la même avec la mécanique pour parce que je fais de la moto. Non, c'est pas vrai. C'est souvent la cuisine qui revient au scénario aussi. Bravo Aïn, parce que c'est exactement ça. Alors le scénario, c'est pas la recette, c'est la liste de courses. C'est ça, c'est un peu les deux, parce qu'il y a aussi dans quel ordre on doit mettre les choses. Alors là où je te rejoins, c'est que le scénario, il y a un désir de voir le film fini. Et pour avoir discuté avec quelques scénaristes de temps en temps sur les projets montés, après le montage, je sens parfois une légère frustration du scénariste à ne pas voir le film qu'il avait en tête. Parce que au scénario, et c'est ce que je te disais au tout début de l'entretien, le scénario, pour moi, c'est un terreau, en fait. C'est ce que tu dis, c'est une liste de courses. Mais ça ne se passera jamais comme ça, de toute façon. C'est pas possible. C'est des idéalistes, les scénaristes. Ouais, pour moi, c'est une vraie hérésie de croire qu'un film sera exactement comme le scénario. Ça se passe peut-être, mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Et je trouve ça même plus attrayant de se dire, le scénario va bouger, le tournage va tordre les pages du scénario, et le montage va tordre les rushs du tournage. Et en fait, toutes ces torsions qui sont faites sur la matière écrite, matière tournée, matière montée, ça donne au final un film qui vit par lui-même. Parce que le but, c'est que le film, il vive par lui-même, en fait. Le film n'est pour personne d'autre que ceux qui le verront, et non pas ceux qui l'ont fait. D'ailleurs, c'est souvent les frictions que je peux avoir avec certains réals en salle de montage, c'est que je pense au spectateur avant même de penser au réal. Okay. Et c'est vrai que le scénario, pour moi, il est très très loin derrière. Du coup, là, la liste de courses, ça sert plus à grand chose pendant que vous cuisinez, quoi. Si, quand même. Et on y revient parce que c'est quand même quelque chose qui a été vraiment réfléchi, pensé, peut-être même expérimenté. Enfin, les scénaristes savent exactement où ils veulent aller. Mais après, il se trouve que pendant le tournage, on a un peu dévié. Le réalisateur peut avoir une autre conception. Il y a des scènes ratées, ça existe vraiment. Oui, des fois, ça n'a rien à voir avec le scénario, d'ailleurs. Oui, c'est bien raté sûr. Pour des raisons techniques, des raisons de jeu. Et on se dit, c'est dommage parce que, pour le coup, en termes de scénario, c'était assez essentiel. Bon, essayons de faire sans. Des fois, on y arrive sans. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que des fois, après le premier montage, après l'ours, on a tendance à vouloir alléger les répétitions, les choses qui sont pas nécessaires. Donc, il y a des séquences, parfois, qui passent à la trappe, mais hyper vite dans les premiers jours de montage. On n'y revient pas pendant 2 mois. Et au final, le film est tellement allé à l'essentiel que des fois, il manque encore une petite articulation. Et on se dit, on revient au début, en fait. On se dit, qu'est-ce qu'il y avait dans le scénario qu'on a viré et qui peut maintenant nous servir, maintenant qu'en fait, on a allégé tout le reste. Et des fois, il y a des espèces de séquences survivantes comme ça. Oui, qui reviennent. Voilà, qui renaissent de leur cendre. On se dit, mais oui, ça, on l'avait coupé au bout de 2 jours, mais maintenant, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, il y a quand même un truc un peu magique, je trouve, de la vie propre du film, qui prend son indépendance par rapport au scénario, mais quand même, les bases du scénario, elles sont vraiment réutilisées là où elles doivent l'être, quoi. Voilà, c'est là où elles doivent l'être. Elles sont pas réutilisées pour faire quelque chose ailleurs, par exemple. Alors si, ça arrive. Ça arrive aussi. Pour le coup, ça arrive souvent, ouais. De détourner des bouts de scène parce qu'il y a des manques ailleurs et des choses non essentielles à certains moments et on se dit mince, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour raconter ce dont on a besoin là? Alors après, c'est pas forcément des choses qui vont être utilisées telles qu'elles ont été scénarisées à la base, mais on va détourner des plans, on va réécrire des dialogues additionnels sur des scènes qui existent déjà mais qui n'étaient pas faites pour ça. Vraiment, parfois, il y a des chamboulements qui sont assez incroyables. Mais même au montage, ça m'arrive d'être avec mon réalisateur ou ma réalisatrice, me dire oh, c'est fou, mais attends, regarde comment ça marche, alors que c'était pas du tout fait pour ça, en fait. Et ça, moi, je trouve ça assez magique. En fait, c'est des allers-retours. On prend connaissance du scénario, on l'intègre, après on le lâche au profit des rushs, mais on y revient constamment. Ou parfois justement sur des choses qui se comprennent pas très bien, on revient au texte pour essayer de comprendre où on voulait aller et pourquoi on l'a pas et qu'est-ce qui manque. Et donc c'est des allers-retours constants. Et je connais un monteur qui ne lit pas le scénario. Enfin, de temps en temps, quand justement il y a quelque chose qu'il comprend pas, il y vient, mais il essaye d'être neutre et de vraiment jouer seulement avec la matière. Mais ça sous-entend qu'il passe à côté peut-être de sous-textes dans une séquence ou de personnages. Nous, en tant que monteur, on travaille ça. On a du sous-texte, on sait que le personnage finalement va se révéler, je sais pas, je caricature, mais ça va être finalement un gros méchant. On va peut-être commencer à jouer ça dès son apparition dans le film. Et tout ça, si on n'a pas lu le film, d'un bout à l'autre, on peut pas le jouer. Ou alors, on le monte une première fois et on va revenir sur ces scènes-là. En découvrant ce qu'était la fin et donc en voilà. revenant, ouais.
et la vraie trajectoire des personnages. Et c'est intéressant de le relire une fois le film monté, moi je trouve. Pourquoi? Oui, Parce que ça redonne, c'est comme de revoir les rushs une fois qu'on a fini. On a une autre vision et parfois, effectivement, soit on est passé à côté de quelque chose ou on se dit tiens, on n'a peut-être pas assez appuyé ici. Ou... Bon, ça, on arrive à le faire quand on a le temps, ce qui est rare à la télé, mais c'est intéressant. Ok, là, c'est assez divers. Question suivante. Comment les scénaristes peuvent-ils vous faciliter la vie, à supposer qu'ils puissent le faire? Moi, je pense qu'il y a rien pour faciliter le montage. Par contre, ils peuvent faciliter le tournage. C'est-à-dire que pas écrire des séquences qui coûtent trop cher. Ça, oui, ça facilite le tournage et c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Il faut être ambitieux. Non, mais pour répondre de manière positive à la question, c'est la seule chose qui pourrait faciliter, c'est le tournage si on leur demandait d'écrire une séquence qui coûte moins cher. Ça faciliterait la production, voilà, la pas production. Le tournage. Mais non, les scénaristes, il faut qu'ils écrivent des histoires qui fonctionnent. À la limite, s'il y a des problèmes de compréhension, moi je trouve que c'est pas très grave. Mais si au moins dans le scénario, il y a vraiment ce qu'il faut pour que à la fois le réalisateur et les comédiennes et les comédiens, ils trouvent de quoi nourrir leur personnage et donc provoquer de l'empathie. Pour moi, tout est gagné en fait. Ok, donc c'est pas forcément important pour vous cette question-là. Enfin. Si, parce que en vérité, les scénaristes peuvent nous aider aussi à la fin. Moi, j'ai eu plusieurs fois, notamment sur une prod qui s'appelle Beaubourg et qui fait pas mal de trucs pour TF1, les Falco, Balthazar, Profilage. Les scénaristes viennent à la salle de montage et alors pour tout ce qui est question de durée, de films trop longs, ils sont super parce qu'ils sont complètement détachés du texte. En tout cas, une scénariste qui s'appelle Clotilde Jamin, qui est un peu productrice aussi, elle hésite pas du tout à couper dans ses dialogues à elle, ses lignes de texte, ces séquences, et c'est hyper utile au montage. Parfois, c'est un œil neuf aussi, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Mais pour le coup, sur le travail de série, sur Lupin, on avait beaucoup le scénariste principal, donc qui s'appelle Georges Quay, qui venait au montage. Et moi, j'étais contente d'avoir un échange vraiment avec le scénariste parce qu'il n'était pas du tout fermé aux propositions qu'on avait. Et même au bout d'un moment, au bout de plusieurs épisodes, en fait, il y a quand même une mécanique qui était différente au montage de l'écriture, parce qu'il y avait une écriture avec beaucoup de flashbacks, avec 3 temporalités différentes, donc forcément, quand on montait tel que c'était écrit, il y avait des choses qui marchaient pas du tout dans le rythme, enfin des flashbacks qui coupaient la narration contemporaine, enfin c'était un peu compliqué. Et donc au contraire, après, dans les épisodes suivants, quand on avait vu avec lui qu'on avait finalement pas mal de souplesse au montage, parce que le but c'était quand même de mettre en avant l'histoire, c'est pas de casser le scénario du tout en fait. Donc en fait, on travaillait ensemble à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils venaient voir les propositions de montage du nouvel ordre de narration. Des fois, il y avait des choses qu'on simplifiait, des fois des choses que Netflix nous demandait d'éclaircir, donc on faisait beaucoup de dialogues additionnels, donc là on avait quand même besoin qu'ils soient en salle de montage pour être sûr que les dialogues qu'on rajoutait allaient correspondre à des épisodes qui étaient pas encore tournés en fait, et dont lui seul avait un peu la clé. Enfin, c'était chouette. Je me disais, au moins, il y a un truc de dialogue dans l'écriture qu'est le montage avec celle du scénario en fait. Là, il y a un vrai dialogue dans le sens strict du terme avec le scénariste. Quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui diffère pour vous le plus souvent entre ce qu'il y a sur le scénario et ce que vous montez à la fin? Est-ce qu'il y a des éléments où c'est quasiment sûr quand vous les lisez, vous savez qu'ils finiront pas à l'image, donc vous allez les couper? Est-ce qu'il y a des choses où vous avez développé un regard de monteur sur le scénario? Nous, on monte tout, de toute façon. On a toujours une première version. Moi, je coupe pas une seule réplique avant d'avoir la continuité du film. Par contre, moi, je sais, par exemple, quand j'ai lu le scénario de À la folie, là, de Éric Métayer, Andrea Bescon, c'est un film, alors il n'est pas encore montré, il part en festival, là. En fait, ça commence par la fin. Donc, le personnage principal fait un acte pour lequel elle sera en prison. Et tout le déroulé du film, c'est en fait comment on en est arrivé là. Et donc, c'est une alternance de flashbacks et de son actualité en prison, les interrogatoires de police, etc. Et un scénario comme ça, quand on le lit, en fait, on est à peu près sûr que ça va être un puzzle, que ça va bouger dans tous les sens. Ce sera encore un autre ordre que ce qu'il y a sur le papier. Parce que le scénario fait des liens entre les flashbacks et le temps actuel, qui sont pas forcément télégéniques ou cinématographiques. Donc, de ce que va faire le réalisateur, va sortir des liens beaucoup plus évidents ou des passages beaucoup plus évidents. Et là, sur un scénario comme ça, on est sûr que ça va bouger dans tous les sens. Et ça a été le cas, évidemment. Moi, souvent, là où je peux rebondir sur un scénario en me disant « ça risque quand même de sauter », c'est les lignes de dialogue qui n'en finissent plus.
où même moi à la lecture déjà je suis obligé de reprendre une page avant pour essayer de me remettre dans le jus du dialogue, sans pour autant les couper dans la première version du montage parce que c'est pas la peine du tout. Ça se répercute souvent sur les dernières versions où on se dit non mais là il faut simplifier. Alors malheureusement des fois en simplifiant un dialogue on est obligé de rajouter un petit dialogue additionnel parce qu'on a quand même enlevé des infos qui nous manquent, mais c'est quand même plus agréable d'avoir 4 lignes de dialogue montées plutôt que 14 pour expliquer la même chose. Donc c'est vrai que quand je lis un scénario, si je vois que sur 3 pages de scénar, je n'ai plus que du dialogue et des gros pavés, je commence à me dire, bon, ils vont les tourner, les acteurs vont souffrir, ils vont se casser les dents dessus, ils vont tout faire pour que ce soit hyper réaliste, hyper rythmé et tout, et puis on verra au montage au final si on garde ou pas, mais c'est vrai que moi c'est là-dessus en général où j'ai des doutes. Après moi je suis un mec de 43 piges, j'ai grandi avec Spielberg et avec des gens qui savent autant manier la ligne de dialogue que la caméra que l'amusement en fait. Et bah souvent quand je lis un scénario ou quand je me retrouve en montage après avoir vu les rushs, je retrouve pas cet amusement, j'ai des choses trop verbeuses qu'on veut trop expliquer. Alors pour le coup, c'est des choses qu'on sait régler en montage, il y a pas de souci. Mais je me dis que le temps qui a été passé à l'écriture et au tournage sur ce genre de choses-là aurait peut-être pu être mieux utilisé si à la base l'écriture avait été un petit peu plus ludique en fait. Parce que moi je prends toujours le même exemple, Spielberg pour raconter 3 lignes de dialogue, il déplace sa caméra en fait. C'est-à-dire qu'il va commencer sur une info, et il va finir sur l'info concordante ou discordante de la première info. Et en un mouvement de caméra, il a raconté quelque chose qui nous prendrait parfois 4 lignes de dialogue. Alors après, les gens qui valident les films dans les chaînes de télé en tout cas, sont pas toujours enclins à avoir ce genre de dialectique cinématographique ou télévisuelle, mais parfois des dialogues un peu plus light, un peu plus punchy, ça peut nous faire du bien aussi à tout le monde. Parce que c'est souvent la problématique des débuts de films justement, c'est qu'on se retrouve avec des scènes qui sont très dans l'exposé de l'histoire ou je sais pas une scène de supermarché où dis donc toi qui es ma sœur ou toi qui es ma collègue depuis 7 ans tu devrais savoir que enfin voilà des choses qu'on ne dit pas dans la vie et des fois en montage on se retrouve embarrassé avec ça parce que d'un coup le film à la vie des rushs va sembler moins naturel et donc on se trouve des fois avec des débuts de films qui sont un peu poussifs. Parce qu'à l'écriture, c'est très exposé, mais parce que, enfin, je blâme pas forcément les scénaristes, hein, c'est parce que, pour le coup, c'est un vrai sujet. Parce qu'on leur demande que les choses soient très claires, que les personnages, on comprenne tout de suite qui ils sont, leurs relations, leur situation, alors qu'en fait, il y a d'autres façons de les raconter en étant en situation, justement. Et c'est le cas-là aussi, Aïn, dans tes projets? Oui, ça m'est arrivé sur un film pour TF1 là cette année. C'était l'histoire d'un petit garçon qui passe de foyer en foyer. On a fini par commencer à la 3e séquence et ça allait bien. On comprenait très vite que ce garçon était en foyer, sans dire ni depuis combien de temps, ni toutes les infos de sa mère, de machin, et tout ça arrivait dans le film au moment où ça arrivait, et puis on intégrait complètement ces informations. C'était beaucoup plus dynamique. Mais je comprends que ce soit écrit par les scénaristes, parce qu'on peut pas toujours les couper, et heureusement qu'ils l'écrivent. Parce qu'on peut aussi se retrouver avec des infos qui manquent et des choses qui sont pas claires. Et là, on tombe dans la post-synchro explicative et c'est pire que tout. Parce que ça sent, parce que c'est 10 fois plus lourd. C'est vrai que quand ils trouvent une façon un peu habile d'amener ces choses, ces infos dans le dialogue et dans les premières séquences, c'est parfait. De votre expérience sur les différents films et séries sur lesquels vous avez bossé, comment le montage peut-il contribuer à l'histoire? On parle souvent de rythme avant tout, de couper ce qui marche pas, mais il y a plein de choses, on parlait tout à l'heure de bricoler avec des éléments. Quel est votre espace de création, votre marge de manœuvre? Souvent, on réajuste le caractère des personnages vraiment. Enfin, ça m'est arrivé de commencer un film où à l'écriture, un personnage pouvait être très colérique, très survolté, et en fait, à la fin du film, au premier montage, c'est insupportable, on n'en peut plus, et donc on adoucit vraiment des choses, ou au contraire, on va renforcer la présence d'un personnage qui, en fait, par sa présence dans le film, va être plus important que ce qui était écrit, enfin... Je trouve qu'on a pas mal de marge de manœuvre, sur la caractérisation des personnages, donc l'émotion qu'ils vont provoquer. Sur un film qui va être un peu plus choral, par exemple, où il y a beaucoup de personnages, au final, on se retrouve avec un film de 3 heures. En fait, au montage, il y a des personnages qui vont être un peu plus sacrifiés, par exemple, et d'autres un peu plus mis en valeur. Aïn, Romain, vous êtes autre exemple comme ça que les personnages, autre chose sur lesquels vous pouvez intervenir dans une histoire? En fait, il y a 1000 manières de créer en montage, mais de toute façon, tout doit aller vers une espèce d'homogénéité
de l'empathie. Moi, c'est vraiment le terme pour lequel je me bats le plus quand je fais un montage, c'est je veux de l'empathie en fait. C'est-à-dire que j'aimerais être dans la peau du spectateur qui verra le film pour la première fois. En tout cas, le film que j'ai monté. Parce que je me dis, si j'ai réussi à provoquer l'empathie, tout est gagné. Après, là où moi j'adore jouer, c'est sur par exemple la durée des plans. Couper la chic à un comédien une fois qu'il a dit sa réplique ou lui laisser du temps derrière, ça veut absolument pas dire la même chose. Dans une scène définie où il y a un dialogue, où on a un doute sur un personnage, si on va le laisser dans le silence, c'est qu'il a encore des choses à dire. S'il a encore des choses à dire, c'est qu'il a pas forcément dit la vérité. Donc, il y a 1000 manières d'interpréter les images. C'est marrant comme et même dans les prises d'une actrice ou d'un acteur, une actrice pourrait très bien faire une prise où elle est plutôt joyeuse, une autre où elle a quand même un peu de mélancolie. Le choix de la prise, voire même le choix d'une phrase dans telle prise, peut déterminer ce qu'elle va faire dans la scène suivante. Je sais plus quel réalisateur faisait ça, où en fait, il fait donc toutes les prises qu'il doit faire dialoguer, et il en fait toujours une où les comédiens doivent la jouer sans dialogue. Parce qu'en fait, au montage, tu vas utiliser mais plein de silences. Les silences sont rarement écrits au scénario. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois les préminutages des scripts sont un peu aléatoires, parce que le montage, c'est là où le scénario prend vraiment vie. Bah, tu vas ajouter beaucoup de silences, ou tu vas couper des choses, et les silences, c'est hyper important. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression que la gestion des silences, c'est vraiment un truc qui est propre au montage, pour le coup. Bah, qui peut représenter le fond de la rythmique de tout un film, en fait. Enfin, moi, je sais que je préfère regarder quelqu'un qui écoute quelqu'un plutôt que de voir celui qui parle. Mais ça, c'est un goût personnel. Quand je suis au cinéma, je préfère avoir mes yeux accaparés par l'intention d'un acteur qui écoute et mes oreilles accaparées par la phrase de celui qui l'a dit. Mon cerveau est beaucoup plus stimulé, en fait, que juste avoir quelqu'un qui parle à l'image. Donc, il y a plein de manières de monter une scène, ça, on le sait. Et si en plus, on a la matière qui, comme disait Audrey, c'est une matière qui est pas forcément écrite dans le scénario. Donc, si en plus on a cette matière qui est issue du tournage, mais c'est un bonheur. Et on revient à la métaphore d'Aïn, c'est que on assaisonne. Là, on trouve des combinaisons de dingue pour provoquer la larme, le rire, l'effroi, enfin, toutes ces émotions qui fait qu'on aime aller au cinoche ou regarder un film à la télé. C'est qu'une recherche d'émotion, de toute façon. Aïn, t'as l'autre exemple comme ça qui te viennent d'outils, de moyens que t'as pour enrichir l'histoire En général, moi j'essaie d'aller dans le sens des rushs, mais dans ce qu'ils ont de meilleur. C'est un peu comme écrire avec une gomme, en fait, d'essayer de faire sortir le meilleur, de mettre des petits coups de spot. Et on peut aussi, moi il m'est arrivé, je me souviens, dans une série qui s'appelait Double Jeu, où le personnage principal avait un ami imaginaire. Et sur le dernier épisode, l'ami imaginaire était plus là, je sais plus pourquoi, il apparaissait plus, et on l'a fait apparaître parce que la chaîne nous a demandé, il manquait, en fait, c'était le héros du film, on le voyait plus, et on l'a fait apparaître en jouant, comme tu disais tout à l'heure, avec des rushs, des plans qu'on n'avait pas utilisés, des chutes de séquences coupées, on l'a fait apparaître dans 2 ou 3 séquences supplémentaires. Mais en fait, l'essentiel, c'est de tirer la substantifique moelle des rushs, le meilleur des comédiens. Alors, c'est plus ou moins intéressant selon les comédiens. Il y a des comédiens qui vont faire 3 prises complètement différentes. Là, on se retrouve avec une matière hyper riche parce que on peut finalement le jouer avec plus ou moins d'émotion, choisir les intentions. Après, il y a des acteurs qui sont plus monolithiques. Ou sur des fins différentes. Par exemple, la fin d'un film, souvent, j'ai l'impression qu'en montage, on a vraiment plein de possibilités, en fait. Sur un film, souvent dans les premières projections qu'on fait, c'est « Ah mince, il y a plusieurs fins en fait. Plusieurs fois on croit que ça va être la fin. » Et au scénario, tout est bien bétonné pour qu'on soit sûr de bien finir le film. Et en fait, au montage, on se retrouve avec finalement pas mal de possibilités. On se dit « on peut finir là, le film. » Là, c'est typiquement le film que je suis en train de finir de monter. On a vraiment une marge où, en gros, là, ces dernières semaines, on s'est posé la question de est-ce qu'on finit 7 minutes avant ou est-ce qu'on finit vraiment 7 minutes après? Et vraiment, ça n'est pas le même film. La façon de choisir le message où n'est pas on le va même, finir la morale. le film. Ouais, l'impression, il y a soit ça pourrait faire un film plus coup de poing, ou alors un film où on finit en chialant, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut finir en chialant? Ou est-ce qu'on veut finir en mode un peu tiens, vas-y, prends-toi le film dans la gueule parce que c'était dur. Et c'est pas du tout la même impression, en fait. Ça, c'est un choix que je trouve, moi, qui m'impressionne. Enfin, moi, je donne mon avis, évidemment. Je dis, bah voilà, je préfère ça. Et je me dis, si finalement, 6 mois, 1 an après, je me rends compte en allant voir le film au cinéma, de me dire, merde, j'avais tort. C'est là-dessus, on a une marge. Évidemment, on n'est pas seul à décider, mais quand même, on est quand même peu
à décider du montage. On est d'abord avec les réalisateurs et les producteurs et les distributeurs. Voilà, en gros, ça se joue entre très peu de personnes. Et pour le coup, c'est bien d'avoir au scénario... Enfin, ça serait, je pense, dommage de vouloir trop couper par rapport à ça au scénario déjà. Parce que c'est bien d'avoir plusieurs possibilités. Ils sont déjà peut-être posé la question. Peut-être que eux déjà ont hésité à plusieurs endroits où couper, ils ont choisi un, et puis derrière vous avez encore d'autres choix, ça peut aller loin. Et je me dis que souvent, ils écrivent aussi des choses pour être sûrs qui est bien la matière pour raconter la bonne histoire, en fait, quitte à ce que ce soit trop, que nous on coupe des répétitions, etc. Mais là, pour le coup, moi je me dis pas écrivez moins, enfin non. Okay. C'est la base même de notre travail, de toute façon, c'est savoir où on coupe. Parce que ce que tu dis sur la fin d'un film, c'est à chaque plan, on pourrait se poser cette question-là, et c'est ce qui est assez magique. Ok. Est-ce que ça vous arrive, donc vous avez monté une scène, elle fonctionne bien, et là vous vous dites, je peux la monter d'une façon qui est différente, mais qui sera mieux. Est-ce que ça vous arrive de proposer des versions alternatives de ce qui est écrit pour que ce soit encore mieux, pour que ça vous convienne encore plus? Moi, ça arrive tout le temps. Souvent, je la monte comme elle devrait être ou comme je suppose que le réalisateur la veut, et je lui fais une version alternative dans un coin du chutier. En espérant le convaincre. Ouais. Il m'est arrivé de monter une comédienne qui devait jouer un personnage plein de charisme, et en fait, dès qu'elle parlait, c'était pas très crédible. Donc j'ai monté tout le dialogue et ça a fait une très longue scène où cette femme magnifique arrivait, mais en fait on n'y croyait pas une seconde, elle avait trop de texte, la pauvre comédienne, et ça fonctionnait pas, c'était caricatural au possible. C'était pas de sa faute, ouais. Voilà. Et donc j'ai fait une version alternative où elle arrivait toujours aussi belle, aussi charismatique. Et j'ai joué un échange de regards, des choses beaucoup plus silencieuses. Elle a dit une ou deux répliques qui suffisaient amplement, et pour le coup, elle a gagné en mystère et en charisme. Ok, Romain? Bah, si la scène, elle marche bien, je vais employer un terme hyper actuel, c'est quoi la balance bénéfice-risque? Elle a changé, en fait. Parce que si on est déjà à un stade très avancé du film et qu'on sait que cette scène marche, elle fait partie d'un tout, en fait. Donc, si jamais on la change par plaisir, ça peut se révéler dangereux pour les scènes qui sont autour, pour un personnage qui sera là 20 minutes plus tard. Donc, à la limite, quand on est en montage de séquence, pourquoi pas? Je me dis, tiens, pour m'amuser, je vais essayer de tourner la scène d'une autre manière, c'est-à-dire la jouer plus sur ce personnage-là que sur celui-là, ou commencer beaucoup plus tard dans le dialogue, parce que c'est plus intéressant, finalement, d'attaquer sur cette phrase et pas le début du dialogue. Maintenant, si une scène, elle marche, il faut des bonnes raisons pour vouloir la changer. Beaucoup de conviction, là. Ouais. Ouais, mais des fois, une scène qui marche toute seule, elle peut marcher très bien toute seule et on peut la trouver super, et au final elle tombe à 1 heure du film par exemple, on se dit waouh, ça va pas du tout en fait, enfin parce qu'elle est en résonance avec tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il va y avoir après. C'est que toute seule elle marche bien, mais avec le reste ça peut ne plus marcher. Des fois, enfin parce qu'il y a des choses qui deviennent trop longues par rapport à ce qui a été dit avant, qui sont répétitives, on n'est pas sur le bon personnage parce qu'à ce moment-là de l'histoire on n'a pas envie d'être plus avec ce personnage-là. Et puis après, tu parlais de remonter des choses. Donc, on va vraiment monter scène par scène. Mais par exemple, pour tout ce qui est montage parallèle, souvent, tu vas avoir les scènes écrites les unes après les autres au scénario. Ou légèrement déjà en intention montage parallèle, mais qui vont être découpés A, B, A, B, A, B, par exemple. Il y a une transition entre chaque scène qui est pensée. Donc nous, on va les monter à l'ours séparément. Et au montage, parfois, on mélange absolument tout, quoi. On va même remettre une 3e, une 4e scène qu'on va mélanger en parallèle, et du coup, ça n'a plus rien à voir avec la continuité qui était écrite. Donc ça, c'est vraiment un truc où c'est comme un montage en plusieurs étapes. On est d'abord obligé de monter la scène en elle-même pour voir qu'elle fonctionne, pour que la narration soit là. Et après, c'est là qu'on fait le côté plus puzzle dont tu parlais, Aïn, sur ton exemple de tout à l'heure, quoi. Il y a aussi parfois des scènes qui sont pas du tout écrites en parallèle. Et je me souviens avec David sur les Rivières Pourpres, on a fait des montages parallèles qui étaient pas prévus, mais qui tout d'un coup donnaient une super dynamique au passage du film, alors que c'était pas écrit comme ça. C'était 2 scènes séparées qu'on a entremêlées. Et c'est en les entremêlant que ça a ajouté quelque chose. Ouais. Ok. Ouais. On parle souvent du fait que le montage consiste à couper, etc. On l'a déjà dit. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des scènes que vous auriez aimé des fois étirer, ou vous essayez d'étirer au maximum, et dans quel but? On parlait tout à l'heure de créer un silence pour montrer que la personne ment. Est-ce qu'il y a des moments où vous auriez tellement aimé, soit parce que ça marche bien, parce que ça vous fait plaisir, soit parce qu'il y a un effet à créer, je sais pas, vous avez des exemples comme ça? Moi, je viens de finir le montage du film de Noël de TF1,
avec un réalisateur avec qui je m'entends extrêmement bien, qui vient du Cinoche, donc pour lui faire des téléfilms c'est un exercice très particulier. Il est à la fois anxieux et désireux d'y mettre sa patte. Et sur le film qu'il a fait là, c'est une guéguerre que j'ai eue avec lui, parce que moi, il y a un moment que je trouvais très important pour conclure un binôme de personnages dans le film. Et lui, dans un principe de coupe, pour une fois, c'était lui le monteur violent et moi plus le spectateur un peu fleur bleue. Mais ouais, il y avait une toute petite scène entre deux personnages qui devait durer 16 secondes. Mais non, elle a été trappée dans le montage final et pour moi c'est un de mes grands regrets parce que je suis persuadé que tous ceux qui verront le film sans cette scène-là, il manquera un petit truc. Ah, ok. Mais j'aurais bien voulu rallonger cette scène de 16 secondes, mais non. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. T'as aussi un cas de figure comme ça, ou une scène que t'aurais voulu faire durer ou rajouter? Oui, des fois dans le jeu, alors en effet c'est souvent par manque de temps ou des réalisateurs qui vont couper trop tôt. Par exemple une scène, j'aurais eu besoin de 2-3 secondes de plus, ou bon ça n'a rien à voir avec le scénario, c'est vraiment un truc de tournage. Mais oui, on ne fait pas que couper, hein. Franchement des fois, on est vraiment comme avec un élastique du temps et du rythme de ce qui a été fait et écrit, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On crée des séquences aussi, tu le disais tout à l'heure. Enfin, on peut créer des séquences. Avec des morceaux de rush d'autres séquences. Moi, je me souviens d'avoir créé une séquence pour de l'information narrative. Il nous manquait des infos et j'ai pris 2 personnages qui existaient déjà dans une autre scène que j'ai remontée pour ne pas avoir les mêmes plans, recycler des plans pour en créer une autre où ils écoutent un téléphone et du coup ils écoutent un message répondeur qui leur donne toutes les infos. Ça fonctionne, j'imagine, souvent comme les post-synchro, hein, si vous le feriez pas. Ouais, ça fonctionne. En tout cas, on fait en sorte que ça fonctionne parce que des fois c'est dur à faire passer. C'est un peu des ronds dans des carrés, mais ça fonctionne. T'as des cas comme ça, Aïn, de scènes que t'as voulu augmenter, rajouter, où t'as essayé de recréer de la matière pour raconter. Oui, puis même à l'intérieur d'une scène qui a été jouée peut-être rapidement. Moi là, j'avais une histoire de coup de foudre. Dans Alexandra L, la Julie Depardieu, qui est tombée amoureuse d'André Manoukian. Et c'était la première. Spoil, hein, voilà. Ça ça sera diffusé, j'espère. Bref, les acteurs, je sais pas pourquoi ont joué ça à toute allure. Vraiment dans un enchaînement, ça a duré un coup d'œil, et hop, on est amoureux et coupé. Et donc j'ai tout rallongé, créé des silences, passé sur un personnage qui les regarde pour pouvoir réutiliser un plan plus rapproché. Ouais, on va même chercher quand ça tourne déjà, mais que l'action est pas lancée, par exemple, avant le clap, après le coupé, ou des fois on va chercher des moments qui sont pas tournés officiellement, mais justement pour créer je sais pas, un nouveau champ contre champ supplémentaire, un personnage silencieux, un truc, alors qu'en fait le comédien juste il attend qu'on lui donne l'action et il joue pas encore en fait. Et ça c'est rigolo aussi. Et ça finit au montage. Ouais. Est-ce qu'il y a des typologies de scènes ou de films qui sont plus difficiles ou à l'inverse beaucoup plus faciles à monter que d'autres? La comédie, je trouve. Enfin la comédie, le comique. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus casse-gueule. Ou pour le coup, au montage, on peut aussi, nous, parce qu'on dit souvent qu'on raccommode un peu ou qu'on essaye de réparer des choses, mais la comédie, on peut aussi, nous, se planter en montage si on n'a pas le bon sens du tempo, si nous, on trouve pas ça drôle et qu'on passe à côté du type d'humour du film qu'on est en train de monter. Et puis, il y a des comédies avec artifice, des comédies sans artifice. Enfin, ça dépend vraiment du registre. Quelle différence tu fais entre les deux? Par exemple, une comédie, on va dire dans des codes plus de la comédie populaire où les vannes vont être accompagnées d'une musique qui s'arrête, qui redémarre, enfin où il y a des codes vraiment, et des fois où juste le comique va tenir au fait qu'on reste en plan séquence et qu'on regarde les comédiens jouer et être super drôle et être gêné dans les silences où ça va être du contre-rythme au lieu d'un rythme efficace et rapide. Enfin, moi, je trouve que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus, moi, je suis assez d'accord. Difficile en montage. Je suis assez d'accord, et ça peut être très très drôle au scénario. Et effectivement, si on n'est pas sur le bon personnage au bon moment, et parfois ça se joue à 2 images près. Ah ouais. On bouge la coupe sur le banc de montage et nous-mêmes on se met à rire. Et là on se dit c'est bon, c'est comme ça. Ah, c'est fou. Ouais, un peu par hasard. Hein. Et tout le monde pense que c'est beaucoup plus difficile de monter des grosses séquences de baston ou d'action. En fait, pas du tout, parce que le rythme s'impose. En fait, c'est beaucoup plus simple.
Alors que en comédie, il y a vraiment une infinité de possibilités et il faut trouver la bonne. Et là, pour le coup, c'est pas de la faute du scénario si on est à côté, quoi. Il y a des choses qui sont très très drôles à lire et il faut vraiment qu'on soit à la hauteur et essayer beaucoup de choses. Il n'y a pas de règles en plus, on ne doit pas être forcément sur le personnage de la blague, peut-être qu'il faut être sur la réaction, peut-être c'est toujours changeant, c'est très compliqué. Et puis ouais, pour en revenir au scénario, en plus dans la comédie, souvent il y a beaucoup d'impro. Donc il y a des choses qui sont assez loin de ce qui était écrit dans la scène. Enfin, ça m'est arrivé sur un film où il y avait Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, il fait beaucoup d'impro. Et moi, je regardais, mais vraiment chaque scène, j'étais pétée de rire dans ma salle de montage, quoi. Vraiment, je regardais les rushs, j'en pouvais plus. Parce que en impro, il me faisait tellement rire que je me disais, mais comment je vais faire pour monter ça? Parce que je pourrais même pas en monter le 10e, en fait. Donc là, la question du choix est de se dire... Comment hiérarchiser ce qui est un peu plus drôle que ça, qui est déjà super drôle, et en même temps des fois des impros qui quand tu les regardais seules, elles marchaient super bien, et une fois montées dans l'histoire, tu dis bah ça a rien à voir avec l'histoire, donc en fait c'est pas drôle au milieu du film. Donc ça, ce dosage-là, c'était hyper compliqué parce qu'en plus ça sortait vraiment du cadre scénario, donc, de ce qui était écrit. C'était comme des bonus en fait. Mais à se dire donc si c'est des bonus, est-ce qu'il faut les mettre forcément parce que bon, on s'écarte de ce qui était écrit, ou est-ce que s'il faut vraiment en faire profiter le spectateur pour pas passer à côté du meilleur film possible, quoi. Ok. Romain, t'as d'autres moi, l'exact inverse, donc ça va être intéressant. Ah, c'est drôle. La comédie, je suis entièrement d'accord. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à monter, et ça fait 1 an, à travers 2 films que j'ai montés, que j'ai découvert la difficulté de gérer la montée des émotions dans un film. Et c'est hyper dur aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un film au mois de septembre dernier sur la fin de vie. Faut pas pleurer trop vite, quoi, parce que sinon le film il est gâché en fait. Et c'est hyper dur à gérer les émotions. Alors les émotions de tristesse, vraiment les trucs très très lourds et dramatiques, pour faire en sorte que le film soit pas trop lourd à supporter dès le départ, et en même temps soit pas anecdotique, parce que si on gomme toutes les émotions, on tombe dans l'anecdotique, ou alors même dans la moquerie par moment, parce qu'au final tu te dis mais ce que lui est en train de vivre n'est pas grave, donc je m'en fous. Et c'est très compliqué aussi la gestion des émotions. Et quelle marge de manœuvre t'as? Comment tu joues là-dessus? C'est quoi, sur des silences, sur des moments que tu montres finalement pas? C'est comme pour la comédie au final. Ça n'est qu'une question de choix de longueur de plan, de choix de prise aussi, parce que un comédien qui va faire une prise très enterrée, sans faire de faux jeux de mots, va peut-être falloir privilégier une des premières prises où il était un petit peu plus léger dans son interprétation. Et ça, c'est un dosage qui se trouve, en tout cas pour le bon dosage, qui va se trouver au bout de 7, 8, 9 assemblages différents. Aïn? Je suis d'accord. NSPP. En fait, les deux peuvent être difficiles. En fait, on monte scène par scène. Donc, on essaye de chaque fois tirer la substantifique moelle de la scène, la densifier un maximum. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a collé toutes les scènes les unes après les autres, elles disent plus la même chose, les séquences. Donc là, il faut tout relire et tout redoser. Mais oui, sur la gestion de l'émotion, c'est juste, enfin, sur un film sur lequel j'avais travaillé aussi, on avait beaucoup de scènes émouvantes où les personnages pleuraient pour des raisons différentes. Et le truc, c'est qu'on pleurait très fort la première fois, très fort la deuxième fois, et la 13e fois, qui était normalement la dernière scène du film, c'était pas le moment où on pleurait le plus, du coup. Et donc, on a dû sacrifier, par exemple, le premier moment de larmes en se disant c'est trop tôt dans le film, même si c'était logique et que c'était bien écrit. Enfin, c'était même plus la question de l'écriture, c'était vraiment la question de l'émotion pure, quoi. Et de se dire si on veut finir dans l'émotion la plus forte à la fin, désolé, on va devoir sacrifier des choses qui marchent déjà en émotion, mais qui sont trop tôt dans le film. Et ça, c'est un peu bizarre de faire ça. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer, en fait. Et ça fonctionne. Hein. Le film sur la fin de vie que j'ai fait, les 40 premières minutes, on ne pleure pas, alors qu'on aurait pu pleurer 3 fois, hein, sans problème. Et pour des scènes, comme tu dis, qui sont belles, qui sont logiques, en fait, tout est logique. Et le spectateur qui verra le film fini ne se posera pas la question de savoir pourquoi il a pas pleuré, en fait. Donc c'est ça qui me rassure, c'est de me dire, lui, il a pas conscience que cette scène-là, à la base, elle est faite pour pleurer. Et elle était super. Donc c'est pas grave, parce que ce qu'il faut, c'est que quand il va sortir, quand il va éteindre sa télé ou sortir de la salle de cinéma, il faut qu'il ait été pris à la gorge jusqu'au bout.
Et ce jusqu'au bout, il faut le ménager en fait, il faut le ménager tout au long du film, tout doucement. À force de monter des films, est-ce qu'à force vous n'apprenez pas sur l'écriture de scénario en elle-même? Est-ce que vous me parlez de l'exposition tout à l'heure par exemple, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Moi, je serais incapable d'écrire un scénario. Pareil. Franchement, je les admire. Moi, j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de voir l'ours entier, en fait, pour me faire vraiment un avis complet sur l'histoire et sur qu'est-ce qu'on va pouvoir ajuster. J'ai besoin de voir les images vivantes, quoi, et les personnages vivants. Je ne saurais pas dire que je progresse sur le scénario en montant. Ok, non. Pareil pour toi? Non, moi c'est pas forcément l'écriture d'un scénario qui m'intéresse le plus déjà, de toute façon, et moi je regarde pas le scénario pendant que je monte, mais j'adore y retourner une fois que les choses sont quasiment finies en fait. Et souvent c'est un step qu'on fait avec le réalisateur où on se dit vas-y, on relit les 10 pages de la page 20 à la page 30 juste pour voir. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, on sent des vraies évolutions. Alors, des fois, ça nous permet de voir des loups qu'on a oubliés sur certaines scènes. Mais de là à dire que ça me fait progresser en scénario, non. J'essaye surtout de faire l'éponge de tout ce qui se passe autour de moi pour progresser en montage. Voilà, oui, progresser en scénario, non, très peu pour moi. Moi, j'ai l'impression que de film en film, j'évolue en structure narrative, mais à partir de l'ours, en fait. Ouais. Quand vous avez le choix entre plusieurs projets sur lesquels vous engagez, quand vous avez plusieurs possibilités, est-ce que le scénario est un critère de choix pour vous? Le fait soit qu'il vous plaise, soit qu'il y a ce défi technique, est-ce que ça rentre dans la balance ou est-ce que le choix de vous engager sur un projet, généralement, n'a rien à voir avec le scénario lui-même? Bon, si, forcément le scénario à voir, mais souvent c'est quand même un choix de réal. Moi, je dirais, il y a des réals avec qui on va travailler. Voilà. Y compris en télévision, en plateforme. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. On sait déjà que le réalisateur qu'on connaît bien, avec qui on s'entend, fera un bon choix au niveau du scénario ou du projet sur lequel il s'est engagé. Donc, à partir du moment où il nous appelle, moi, là, je me suis engagée, j'ai pas lu le scénario, il est encore dans mon sac, mais j'y vais les yeux fermés. Oui, éventuellement, je pense que le scénario peut entrer en compte dans le choix quand on va être face à deux propositions où on connaît pas les personnes avec qui on va travailler, par exemple. Enfin, je me dis que là, éventuellement, le scénario peut nous influencer, se dire dans quelle histoire je vais être la plus à l'aise. Et vous avez du coup jamais refusé un projet pour un scénario qui vraiment vous parlait pas du tout ou moi, j'ai accepté un projet pour un scénario qui me parlait pas du tout, donc ça me parlait pas parce que je m'y retrouvais pas en fait, moi personnellement. Donc j'ai appelé le réalisateur, on en a discuté, et c'est pas qu'il m'a convaincu, pas du tout, mais c'est vrai que une fois qu'il m'avait expliqué ce que lui voulait faire avec ses personnages, parce que c'est un gros film choral, j'ai compris les chemins dans lesquels on pouvait tracer notre route, lui au tournage et moi au montage. Le connaissant déjà, je savais comment on allait interagir avec nos deux cerveaux et quelle poésie on pouvait en ressortir. Et on y est arrivé, je pense, parce que le film a été validé et voilà. Mais c'est vrai que le scénario à la base, moi, ne me parlait pas personnellement. Donc j'ai eu besoin de discuter avec le réalisateur. Trouver son chemin. Ouais. Et puis je savais aussi que dans le travail réal-monteur, il allait me laisser travailler des séquences et trouver des choses par rapport à ce qu'il avait tourné. Donc c'était un travail intéressant de toute façon. La collaboration est plus importante des fois pour vous que le matériau de base sur lequel vous travaillez. Ça vous arrive d'avoir comme ça des super collaborations sur des textes qui vous plaisaient pas forcément beaucoup? Ouais, moi les premiers films que j'ai montés, c'était des films EuropaCorp en fait, donc des productions Besson. On peut pas dire que j'y allais pour le scénario. En revanche, je me suis éclatée et j'ai travaillé avec des équipes super, des réals super, et moi en montage, je me retrouvais sur des trucs où je me disais mais je m'amuse quoi. Enfin, où des fois c'était un vrai défi de monter certaines scènes parce qu'en plus fallait que ce soit un style très découpé, etc. Donc il y avait un côté un peu performance. Mais par exemple, ce n'est pas ce que j'aime en tant que spectatrice. Ah oui, ils sont réputés très épileptiques, les films EuropaCorp c'est ça. C'est toi qui as inventé la scène dans Taken 3 où il saute en 7 plans au-dessus du grillage. Alors celle-là, en fait, on a été plusieurs monteurs, donc parfois on est repassé dessus, etc. Donc celle-là, c'est pas moi qui l'avais commencé, mais oui. Elle est mythique cette scène, elle est connue. Je l'ai fini, mais oui, je sais. Enfin, le Taken 3 a été... Enfin, il y a 1000 vidéos YouTube qui crachent sur le montage de Taken 3 et je peux comprendre. Après, mais c'est marrant à faire. Voilà, c'est marrant à faire. Ouais. C'est quelque chose qu'on nous demande en tant que monteur sur ce genre de film-là. Enfin, en tout cas, Mégaton, c'est un style qu'il aime et qu'il assume. Donc, quand on y va, on va pas ensuite faire marche arrière et dire ah non, je veux pas monter comme ça. Enfin, on s'adapte et en même temps, moi, je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que c'est
une sorte de performance de montage qui est rare, que je referai pas tous les jours et que j'ai pas envie de faire tous les jours non plus. Enfin, ce qui est chouette, c'est de pouvoir varier. Bah ouais, varier pour pas s'enfermer dans un T'as des cas comme ça aussi, Aïn, de scénario qui... Mais je vais pas les dire. Non mais le but c'est pas de... Oui, non, c'est vrai, le but c'est pas non plus de lâcher. Moi j'adore le montage. J'ai même monté de la pub. Dès qu'on met 2 plans l'un à côté de l'autre et que du coup ça fait comme un 3e plan, j'adore. Donc finalement le scénario on s'y fait. Enfin quand je dis scénario, c'est plutôt certaines chaînes ou certains styles de films qui sont pas forcément ma tasse de thé, mais je vais essayer de le faire bien. Et c'est toujours agréable. On fait un métier formidable. Mais vraiment, quoi qu'on monte, c'est magique le montage. Ça donnerait quoi un film écrit par un monteur à votre avis? C'est une question purement théorique, hein. C'est pas, faut pas vous projeter c'est dans très théorique, un scénario de monteur, un scénario fait pour un monteur. Si vous choisissiez vous-même les ingrédients de votre recette que vous cuisinez, ce serait quoi? Quelle tête ça aurait? Alors, moi, j'aime pas trop les séquences avec des écrans d'ordinateur, donc il y en aurait pas. J'aime pas les monter. Avec les téléphones. Ça sera dans une cuisine, toi. J'aime pas trop les séquences en voiture. Parfois, c'est très réussi, parce que justement, il faut être un peu créatif. Mais c'est souvent assez laborieux à monter. Il y a pas de mouvement, il y a pas de déplacement des personnages, c'est pas toujours très fun. Bon, ça, c'est ce qu'il y aurait pas. Qu'est-ce qu'il y aurait? Quand c'est sur fond vert en studio. Oui, plus, moi je suis pas très effet non plus, donc ça m'éclate pas. Qu'est-ce qu'on mettrait, qu'on aimerait bien monter? Bah, tout ce qui est clippé, c'est assez rigolo. Les chansons, c'est super. Les gens qui chantent, les gens qui dansent. Moi, j'adore monter ça. J'ai un nom à ma droite, Romain. Romain, ton avis sur la question? La comédie. Je suis anti-comédie musicale, moi. Moi, j'adore la comédie. Moi, il y aurait beaucoup de silence, moi. Ce serait un film avec beaucoup de... Un œuf, peut-être. Je pense que je serais pas loin de vouloir écrire un film muet, en fait. Juste pour le défi. Le défi de scénariste, ce serait d'écrire un film muet. Mais un vrai, pour le coup. Pas The Artist, où finalement, c'est un film moderne, écrit façon muet. Je reste fasciné par des très très vieux films où ça ne parlait pas. Et je suis assez fasciné aussi par le talent de Terrence Malick de tourner des séquences complètement oniriques avec 2 mecs dans un champ. Voilà, si je devais écrire un scénario, je crois que j'essaierais de faire un film muet, en fait, bizarrement. C'est marrant, les réalisateurs se disent souvent pareil, de dire que pouvoir communiquer en images plus qu'en son, revenir on va dire, au langage premier du cinéma. Vous, quand il y a beaucoup de dialogues, c'est moins marrant à monter peut-être que... C'est plus facile. Moi, je trouve ça plus facile quand il y a des dialogues. C'est vraiment une piste à suivre, on a un dialogue à servir, il faut savoir sur qui on veut être à quel moment, est-ce qu'on veut être en réaction, en action. Mais c'est une trame, c'est plus simple quand il y a des dialogues. Et du coup, peut-être moins créatif, je trouve. J'ai trouvé le film que je voudrais écrire si j'étais scénariste, c'est In the Mood for Love, voilà. Okay. J'ai trouvé, pour moi, c'est un des plus grands montages que j'ai vus. Il y a très peu de dialogue. Il y a juste ce qu'il faut de voix off poétique. Et il y a beaucoup de silence. Et la musique est magnifique. Voilà. Mais il y a des séquences clippées. Oui, il y a des séquences clippées. Mais il n'y a pas de danse. T'as dit que t'aimais pas ça. Ah oui, non, il n'y a pas de danse. Non, ça danse pas, ça chante pas. Merci. Donc ce serait In the Mood for Love. Ok. Moi, ça serait Apocalypse Now. 7 ans de montage, non? Combien? Mais d'écriture. Oui, ben on retrouve les longueurs aussi. Et puis 3 versions différentes aussi. Ils ont fait 3 versions officielles du film, donc je pense qu'il y a de quoi monter, il y a de la matière. Audrey, ouais, toi... Je suis tellement loin de vouloir écrire moi-même que vraiment j'ai pas de demande ou d'idéal. Non, moi, ce que je trouve génial, je me souhaite juste de continuer à avoir des projets différents à chaque fois, en fait. C'est plutôt ça qui, moi, me passionne et me motive à chaque projet. C'est quand j'arrive sur un projet où je me dis ça, j'ai jamais fait. Du coup, t'as un peu peur, tu te reposes pas sur tes acquis. C'est la nouveauté qui est le plus important. Ouais, franchement. Enfin là, le film que j'ai monté là, c'est la première fois vraiment que je fais un film d'auteur, disons, un peu plus posé. Mais j'avais aussi peur que pour mon premier film, quasiment, parce que je me disais, est-ce que je vais réussir à respecter ce que le film doit être, quoi. Quel serait le message que vous souhaiteriez passer à la communauté des scénaristes? C'est pas forcément une demande, hein, c'est un message. Si vous deviez passer un message aux scénaristes là maintenant, quel serait-il? Désolée. Est-ce qu'on peut? Pour tout ce qu'on a dit d'horrible. Oh, il y a eu d'horrible. Je leur souhaite surtout d'avoir suffisamment de temps pour écrire les histoires qu'ils ont envie d'écrire, déjà. Ah, oui, c'est vrai. Suffisamment de temps, en fait.
Alors après, le but, c'est pas qu'ils travaillent jour et nuit comme des staccanovistes au fond d'une chambre de bonne, en haut d'un immeuble parisien, mais je leur souhaite d'avoir du temps pour écrire les histoires, tout comme je nous souhaite d'avoir du temps pour les monter, parce que c'est des phases de création qui demandent du temps en fait. Et aujourd'hui, c'est pas le truc qu'on donne le plus aux gens qui veulent faire des films. Voilà, j'ai pas de message d'autre à leur faire passer. Surtout sur les séries en fait. Enfin, souvent maintenant quand on nous appelle par exemple pour nous planifier au montage, la série n'est pas encore écrite. Enfin, elle est en écriture et on se dit mais comment ils peuvent écrire sereinement quand ils savent qu'ils doivent rendre les versions finales, les versions tournées dans 2 mois, par exemple. Enfin, moi, franchement, je me dis, je pourrais pas endormir, quoi. Donc là, pour le coup, oui, je rejoins Romain sur le fait on leur souhaite du temps, quoi. J'ai un projet de fiction pour la rentrée. J'attends toujours la version dialoguée. Le tournage commence mi-août. Ah ouais, donc là, c'est... Ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire que, et je suis sur le point de refuser. Là, dans les jours qui viennent, c'est parce que je me dis, c'est pas possible, en fait. On va prendre le temps sur le scénario. Là, pour le coup, je subodore qu'on va se casser les dents au montage. Parce que rien ne sera prêt, en fait. Et vraiment, je reviens à ce que je disais, amis scénaristes, prenez du temps, tant que vous en avez. Faites lire, faites relire. Comme nous, en montage, on aime voir et revoir. Et je pense que c'est important de travailler sur la durée, parfois, c'est dans la douleur, parce que voir une même séquence ou un même assemblage, je sais pas, 12, 16, 25 fois étalé sur 10 semaines, c'est une souffrance au bout d'un moment. Vous connaissez les phrases par cœur dans la rue, que quelqu'un les dit, ça vous les rappelle. Et du coup, Audrey le disait... Ça nous fait plus d'effet au bout d'un moment, donc c'est en plus compliqué d'analyser ce que les gens disent quand on a des retours et qu'on montre, on fait des mini-projos avec quelques personnes. Des fois, on nous dit des trucs, on se dit... il va falloir se recreuser la tête pour retrouver des solutions alors qu'on part déjà de loin. Et en effet, si on prend le temps, c'est déjà plus confortable, quoi. Et puis, il faut les bons interlocuteurs aussi pour les scénaristes. Aujourd'hui, ceux qui commandent, c'est les chaînes. Mais même dans le cinéma, enfin, je sais pas Audrey, mais je pense que même en long métrage, beaucoup de films sont commandés par des chaînes au final, puisque c'est eux qui vont les distribuer de plus en plus. Et cette logique de tirer le cinéma vers la télévision, ça tire en fait tous les corps de métier vers quelque chose qui est plus rapide. Et quand c'est plus rapide, c'est moins qualitatif en fait. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre du temps. Aïn, toi, ton message pour les scénaristes? Moi, j'abonde dans ce sens, qu'on les laisse travailler, qu'on leur laisse aussi la liberté de proposer des choses un peu originales, d'avoir leur univers. Et voilà, et nous, on reprend un peu les scénarios au montage, mais moi aussi, inversement, j'aime bien quand dans un scénario, il y a des indications de montage. Je trouve ça bien aussi que les scénaristes se projettent dans un montage où on propose des choses. Par exemple, quel type de proposition vous avez des fois Ça va d'un montage alterné, d'une proposition de montage alterné, ou de processus de transition qui serait déjà écrite au scénario. Et ça arrive, ça, des fois? Bien sûr, ça arrive. Alors, souvent, on leur demande des choses de plus en plus formatées. Ok, et du coup, ma dernière question. Si vous aviez 1 ou 2 recos à faire, vos films ou séries préférés, en termes de montage, c'est-à-dire vos références de montage, ce serait quoi? Moi, en long métrage, les films où je me suis dit j'aurais aimé avoir les bollocks de monter ça parce que ça doit être monstrueux à faire, c'est Cloud Atlas des sœurs Wachowski, pardon. En termes de film choral à multitemporalité, enfin là on touche des sommets pour moi. Oui, c'est vrai. Il y a Adaptation aussi de Spike Jonze, qui est pas le plus connu de Spike Jonze. Très méta aussi. Ouais, qui est complètement dingue niveau montage et construction du scénario de Charlie Kaufman retranscrit en montage. Et c'est qu'une mise en abîme de 2 heures, donc ça fait très très mal au cerveau quand on arrive à la fin. In the Mood for Love, définitivement pour les silences, le rythme, la musique, tout ça. Et puis en série, j'ai vu cette année I Know This Much Is True sur OCS, qui est distribué par HBO, avec Mark Ruffalo qui joue des frères jumeaux. Ouais, j'ai pris une grosse tarte niveau rythme, parce que c'est que de la lenteur, et que la lenteur, c'est ce qu'il y a de meilleur, en fait. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus difficile à préserver, en plus, parce que... C'est 6x52 de lenteur absolue. Mais qui fonctionne, bien sûr. Enfin, mais qui t'emmène dans... Alors là, pour le coup, l'émotion, elle est ménagée pendant 6x52, et ça fait très très mal à la fin. Vraiment. Audrey? Je sais pas, en série, je dirais Big Little Lies, où il y a un espèce de système de flashback, mais qui est assez énigmatique et qui est pas du tout explicatif, et que je trouvais
assez bien fichu en termes de montage pur. Enfin, j'avais trouvé ça très beau. En fait, ça avait fait beaucoup d'effets la première fois que je l'avais vu. Enfin, la première fois que ce système de mini flashback arrive dans le film. Et d'ailleurs, je me suis demandé à quel point c'était écrit au scénario ou pas. Ou improvisé à la fin. J'imagine que c'est écrit, mais je sais pas, comme c'est composé vraiment de plusieurs plans à chaque fois. Je sais pas si le contenu des flashbacks était précisément écrit ou pas. Merci. Moi, j'ai adoré dernièrement un vrai flash de cinéma. C'était Roma. Mais c'est pas du tout un film de montage, puisque c'est que des plans très très longs. On en revient à l'idée que plus c'est long et oui, puis finalement, plus c'est fort. Tu vois, pour une montée, c'est une drôle de référence. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos réponses. Merci Baptiste. Merci. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation dans vos différents projets, du coup. Et bah, à toi aussi. Et bon courage aux scénaristes. Au revoir tout le monde. Et grosses bises aux scénaristes. Les monteurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Aïn, Audrey et Romain pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.